Salut à tous, je suis Spiro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous savez, moi j'habite au fond d'un lotissement. Alors forcément, c'est un petit peu compliqué parfois de me trouver. Et c'est à ce moment-là que je réalise qu'il y a encore énormément de gens qui n'ont pas encore un GPS dans leur voiture. Alors bon, qu'on n'ait pas un GPS de série préinstallé dans sa voiture, je peux le comprendre. C'est vrai que même encore aujourd'hui, il faut déjà taper dans une certaine gamme pour avoir un GPS. Mais le fait de ne pas avoir un GPS externe me surprend davantage, parce que franchement, combien ça coûte maintenant un GPS externe? Eh ben ça coûte 50 balles. Ouais, 50 balles, c'est le prix de ce GPS de chez EasySMX. Écoutez, c'est parti pour le test. Voilà, donc vous l'avez compris, EasySMX nous propose ici un objet dans la série appareil chinois pas cher et néanmoins de qualité convenable. 50 €, ce sera difficile de faire moins cher. Chez certains concurrents, rien que la carte qui se trouve à l'intérieur du GPS est plus cher que ça déjà. Donc là c'est pas mal. On est sur la carte de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire France, Espagne, Angleterre, Italie, tous ces pays-là. Donc pour nous c'est vraiment pile poil ce qu'il nous faut. On a le logo EasySMX et la fonction GPS, donc là il n'y a aucun doute sur le fait qu'on est devant un GPS, d'autant plus que sur l'appareil il s'affiche une carte ici. D'ailleurs étonnamment l'appareil qui est en photo est légèrement différent de celui qui se trouve dans la boîte, mais je pense que c'est parce que EasySMX utilise la même boîte pour plusieurs modèles relativement similaires. Voilà, sur les côtés il y a des photos de mise en situation où étrangement sur aucune d'entre elles on ne voit le GPS de chez EasySMX. Là par exemple c'en est un autre, bon. Pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. C'est sûrement des photos stock qu'ils ont été cherchées sur Google. Quelques QR codes pour les contacter sur Facebook, Twitter et compagnie. Et c'est tout. Voilà, ici l'adresse du fabricant. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing. Rien de bien compliqué pour l'unboxing. La boîte est même pas scellée. Hop. On a le GPS tout de suite qui nous tombe dessus. On va le mettre ici sur le côté. Un petit calage. Une cale en carton. Le clips qui vient donc se fixer sur le GPS, et sur ce clips on viendra fixer la ventouse qui a l'air d'être assez grande. On va essayer de la sortir de son sachet pour la regarder en détail parce que c'est quand même important, la ventouse sur un GPS, c'est ce qui va lui permettre de bien tenir. Ouais, elle est grande. En même temps il vaut mieux sur un GPS de 7 pouces, et donc on a cette espèce de petit tac, loquet qui viendra la verrouiller. Bon, de toute façon, je la mettrai en situation dans une voiture, on va faire un test de navigation, donc on verra bien si ça tient bien ou pas. Mais bon, comme ça, de prime abord, c'est plutôt pas mal, avec deux articulations différentes, une latérale et une verticale, c'est bien. Et puis donc, on a le câble de recharge, on est bien sur du mini USB. Et puis on a un câble mini USB vers PC, donc j'imagine pour mettre à jour la cartographie ou des choses comme ça. Il y a également un petit peu de doc, une notice, qui m'a l'air d'être en plusieurs langues. Oui, attendez, je crois que j'ai vu passer le français, oui, voilà, c'est ça. Ça y est, j'y suis, ça commence là. On va essayer de trouver un petit paragraphe, voilà. L'émetteur FM a pour but de transmettre le signal audio du périphérique vers l'autoradio, prendre 90 FM MHz par exemple. Maintenant, la fréquence de navigation est identique à la fréquence reçue. Une fois que les deux périphériques sont dans la même bande de fréquence, le son peut être transmis. Ah, ça c'est pas mal, ça veut dire que on peut utiliser le son de son autoradio pour diffuser le son du GPS et pas seulement le haut-parleur du GPS. Ça c'est bien vu, tiens, je lis un paragraphe au hasard de la notice et ça m'apprend une fonction dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ça commence plutôt bien. Bien, le GPS se présente très sobrement dans un petit sachet en plastique non refermable, et comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait le même que sur la photo, puisque celui-ci n'a absolument pas de liseré chromé. On a donc un bel écran de 7 pouces, alors vous attendez pas à monts et merveilles, c'est pas un écran HD, on est en 480p, et puis c'est une dalle TN. Pour un GPS, c'est amplement suffisant, mais évidemment si vous comptiez vous servir de ça comme d'une petite tablette pour regarder des films ou surfer sur internet, vous risquez d'être déçu. Ici donc sur le dessus on a simplement le bouton power et puis une des petites encoches pour fixer le clip ventouse. Sur le côté droit il n'y a rien si ce n'est un faux stylet qu'on peut pas sortir, je pense qu'il est collé à l'intérieur. J'ai une petite théorie là-dessus, j'y reviendrai tout à l'heure. Sur le dessous on a le micro et donc deux encoches supplémentaires pour le clip ventouse. Et puis sur ce côté-ci, c'est là qu'il y a le plus de choses. On a une prise jack pour brancher un casque, une prise micro SD pour venir ajouter de la mémoire et amener par exemple des vidéos, parce qu'on peut lire des vidéos là-dessus, ou de la musique ou des petites choses comme ça. Une prise qui ici est condamnée sur ce modèle, mais qui je pense sur d'autres permet certainement de pouvoir brancher une antenne GPS externe peut-être, ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et puis donc une prise mini USB, le mini USB étant préféré en général sur les appareils automobiles parce qu'il est plus robuste que le micro USB.
Voilà. À l'arrière, on a simplement le haut-parleur. L'avant de l'appareil est plutôt joli, avec un plastique plutôt de belle qualité. Il y a un film protège-écran sur l'écran et tout. Ici, vous pouvez voir le voyant de fonctionnement. Hein. Par contre, l'arrière est beaucoup plus cheap, avec un plastique un peu granuleux, moche, une fausse imitation cuir qui est totalement ratée, un peu comme sur les Galaxy Note 3 à une époque, mais encore moins bien, faut le faire. Et puis voilà, hein, quoi dire d'autre. Si, là, il y a un petit orifice reset, j'en ai pas parlé. Ça, c'est simplement pour remettre l'appareil à zéro s'il plante. Donc, on a 8 Go de stockage interne, hein, et ces 8 Go contiennent bien sûr la cartographie. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut en rajouter en passant par la petite carte micro SD ici. Voilà. Donc, bah écoutez, on va booter le bousin et voir un petit peu comment ça se présente. Bien voilà, donc le temps de boot c'est à peu près 15-20 secondes, ce qui est plutôt bien, parce que si c'était long à booter, ce serait pénible pour vous en servir dans votre voiture. S'il faut attendre 3 plombes avant de pouvoir commencer à rouler, c'est toujours un problème. On voit bien qu'on est sur une dalle TN, hein, c'est la première chose qu'on remarque, puisque les angles de vision, vous voyez, sont faibles, notamment en vertical. Mais en horizontal, ils sont nettement meilleurs, et ça c'est bien vu, parce que forcément l'écran n'est pas toujours face au conducteur, donc il faut qu'on puisse quand même regarder légèrement de côté. Et ça, ils y ont pensé, donc c'est cool. Évidemment, après, on voit qu'il y a plusieurs fonctions dans l'appareil, sur une interface un peu vieillotte, hein, qui fait penser aux premières versions d'iOS. On n'est pas sur iOS, on n'est pas sur Android, on est sur Windows CE, hein, donc forcément un système qui commence à se faire vieux. Et c'est là d'ailleurs, je vous disais que j'allais reparler du stylet qui est collé. Je pense qu'en fait, ce GPS a été fabriqué avec des éléments qui à l'origine devaient équiper des tablettes bas de gamme, et c'était pas prévu de base pour être un GPS. Donc ils ont intégré une application GPS là-dedans, mais de base ça devait plutôt être des sortes de mini PC sous Windows CE, des trucs qu'on très vite bidé et qu'il a fallu recycler, et donc ça a été recyclé en GPS. Du coup, comme l'écran d'un GPS on s'en sert avec les doigts, bah, ils ont collé le stylet pour pas que l'utilisateur s'en serve. Voilà, je pense que ceci explique cela. Après, bon, bah, l'interface qu'on voit ici, avec toutes les fonctions qui ne sont pas forcément utiles, on peut la masquer en appuyant ici, et dans ce cas-là, on ne garde que les raccourcis qui se trouvent ici à gauche, à savoir la navigation et la musique. On peut, en plus de ces deux fonctions, regarder des vidéos, mais bien évidemment, ça ce sera pour votre passager, hein, faites pas ça pendant que vous roulez s'il vous plaît. Regardez des photos, même chose. Lire des livres électroniques, toujours la même chose. Flash, ça va pas être pour surfer sur internet, hein, ça va être pour lancer des petits jeux en flash. Les jeux, justement, ils sont dans l'icône d'à côté. Les favoris, ici, c'est simplement pour faire des favoris de ce qu'il y a sur le bureau. Hein. C'est pas des favoris Internet, encore une fois. On a une calculette, un convertisseur d'unité. Ça peut être pratique quand on voyage, notamment. Donc, l'émetteur FM, pour qu'on puisse balancer le son de l'appareil sur son autoradio, et la langue pour changer la langue de l'interface. Il y a encore d'autres trucs en dessous, on peut régler le volume sonore, la luminosité de l'écran, faire une remise à zéro complète de l'appareil, étalonner l'écran tactile, parce que c'est un écran résistif. Voie de navigation, c'est simplement une fonction du GPS pour les détours, les choses comme ça. GPS info, c'est pour savoir les éphémérides des satellites, les conneries comme ça. Réglage de la date et de l'heure, info du système, et USB, c'est tout simplement pour voir le contenu de la micro SD. Voilà, rien que de très basique. Sur ce bouton ici, on peut changer le fond d'écran si ça vous amuse. Je vois pas trop pourquoi vous voudriez faire ça, mais bon, si vous préférez avoir quelque chose de globalement bleu parce que c'est moins fatigant pour la vue, des choses comme ça, pourquoi pas, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas énormément, hein. Voilà, vous savez, j'ai déjà fait le tour. On va mettre celui-là, il est pas mal, il est plutôt sobre. Voilà, donc c'est à la fois très complet et à la fois très basique, hein. Je veux dire, pour un GPS c'est très complet, hein. La plupart des GPS savent pas lire les vidéos par exemple, mais c'est sûr que si vous vouliez vous en servir comme une tablette, vous allez être vite limité. Voilà, donc on va commencer par la lecture vidéo. J'utilise exactement les mêmes fichiers que ceux que j'utiliserais pour tester un smartphone, hein, évidemment, hein, sinon ce serait injuste. Je me suis pas embêté à essayer de convertir ou autre. Pour moi, un appareil qui prétend lire les vidéos doit pouvoir lire celles-là, qui sont des vidéos libres de droit. Donc c'est du 1080p en 60 fps, je suis à peu près sûr que l'appareil va pas savoir la lire, hein. Je me fais pas trop d'illusions. Voilà, j'ai un message d'erreur, je confirme, et voilà, ça m'a remis sur le bureau. Je m'en doutais, j'en étais à peu près sûr. Pour les photos, ça devrait se passer un petit peu mieux, je pense. Voilà, on va voir, on va essayer d'ouvrir celle-là. Voilà, bon là c'est pas mal, ça fonctionne, et on peut passer d'une photo à l'autre comme ça, avec le petit bouton. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Oui, si, il y a moyen de zoomer quand même, mais il n'y a pas de geste multitâche, hein, rêvez pas, ça reste extrêmement basique.
Là, je me suis mis en plein écran et je ne sais même pas comment je peux en sortir. Ah voilà, il faut appuyer dans le coin en haut à droite. Oui, un peu comme la croix sur un Windows. Bon, ça manque pas d'une certaine logique, hein, puisque c'est du Windows CE. Bon, l'écran, il est correct, hein, on va pas non plus tirer sur l'ambulance. Pour un GPS, c'est bien, mais c'est pas vraiment... on est sur la qualité d'un mauvais cadre photo que vous auriez trouvé dans une solderie, hein, on va pas se mentir. On va essayer un petit jeu aussi... Hop, puisqu'il y a une fonction jeu. Donc, bah, comme il fallait s'y attendre, ce sont des jeux ultra méga basiques. Le Snake, le Sokoban, Tetris. Tiens, on va essayer de jouer à Tetris. Le son braille très fort, mais voilà. Bah, si vous vous faites chier dans un embouteillage, vous pouvez vous faire un petit Tetris. Pourquoi pas? Par contre, il faudra baisser le son parce que c'est horriblement fort. Bien, alors évidemment, le plus important sur cet appareil, ça va être l'application de navigation, hein, parce que Tetris, je pense que ça va vite vous saouler. Donc, le logiciel de navigation est ma foi plutôt pas mal, avec 4 gros boutons comme ça, pour voir la carte, pour saisir une destination, pour mettre des options d'itinéraire, une étape par exemple, ou une déviation, et pour lancer les programmes qu'on a vus tout à l'heure, directement depuis l'interface du GPS, on peut passer par ce bouton-là. Et vous voyez, on a le lecteur audio, le lecteur d'images, on a des petites choses comme la consommation du carburant, qui sont des petits ajouts également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Habillement, par exemple, c'est pour avoir la taille des vêtements aux États-Unis, qui est pas la même que nous, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a quand même pas mal de petites options sympas. Alors évidemment, le plus intéressant, ça va être carte qui permet de voir la carte et donc de naviguer si vous avez déjà saisi une adresse, ce qui est le cas ici. Donc par exemple là il m'indique que la prochaine direction ce sera à gauche dans 40 mètres. Ici c'est l'endroit où je me trouve, qui est répété d'ailleurs ici là-haut. Et voilà, c'est pas compliqué. Alors, quand j'appuie sur menu, je reviens ici. Destination, donc ça permet de saisir une destination, donc je vais le faire devant vous, vous allez voir, hein. Donc, pays France, ville, on va mettre, tiens, je vais mettre Rouen, c'est histoire de vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, quand vous commencez à taper les lettres, il vous propose. Donc, tac, j'appuie. Rue, allons-y. Je vais mettre la rue du Gros Horloge, parce que c'est la seule que je connais. Même si je crois qu'elle est piétonne, mais c'est pas grave, on va voir s'il la propose quand même. Voilà, donc vous voyez, quand j'ai tapé suffisamment de choses et que le nombre de choix c'est suffisamment restreint, la recherche s'arrête et j'ai une liste dans laquelle je peux défiler comme ça. Ça c'est plutôt bien fait, donc on va choisir la rue du Gros Horloge, voilà. Je sélectionne la rue et c'est parti, il va me calculer mon itinéraire. Voilà. Bon, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt assez simple. Là je vais pas faire suivant parce que j'ai déjà mis un itinéraire pour le test dans la voiture, c'est-à-dire cette destination-là, hein, qui est d'ailleurs mémorisée, ça c'est plutôt bien fait. Hop! Récapitulatif itinéraire, la rue Meunier, la rue d'Ergence, la rue de l'Ancien Moulin d'Ergence. Voilà, donc là, le GPS énumère toutes les rues que je vais devoir traverser. Bon, un intérêt assez relatif, hein, parce qu'il baragouine ça à une telle vitesse que j'ai déjà tout oublié. Ce qui va être intéressant, évidemment, ça va être la navigation en elle-même. Notez, hein, je vous montre quand même rapidement qu'on peut aussi aller vers des points d'intérêt, ou vers un point directement sur la carte. Alors les points d'intérêt, on va en faire un ensemble, hein. Donc là, vous voyez, il propose les plus importants, les stations-service, les machins, etc. Mais on peut aussi faire une recherche personnalisée. Donc par exemple, si je mets dans une ville et que je choisis, tiens, on va prendre, comment ça s'appelle, Marne-la-Vallée. Vous vous doutez, bah tiens, voilà, et hop, il l'a déjà en mémoire. Vous vous doutez de ce que je vais chercher là, hein. Je vais chercher Disneyland. Donc a priori, ça devrait être dans Loisirs. Et ensuite, dans, qu'est-ce qu'il me propose là, divertissement. Et après, parc d'attractions, voilà. Voilà, Disneyland Paris, il est ici. Et c'est à 5,1 km de Marne-la-Vallée, puisqu'en réalité, c'est à Chessy. Voilà, donc ça, c'est bien de pouvoir aussi rechercher comme ça des points d'intérêt. Ça peut être intéressant parce que, voilà, on n'a pas toujours... l'adresse Disneyland, je pense pas qu'il y ait une rue, enfin si, il doit y en avoir une, mais qui la connaît? Je veux dire, tout le monde sait ce que c'est que Disneyland, personne connaît le nom de la rue dans laquelle ça se trouve. Donc ça c'est bien, on peut également faire une recherche comme ça, donc bah ma foi, comme ça en tout cas de prime abord, la navigation a l'air plutôt complète. Après évidemment ce qui est intéressant c'est de voir le guidage vocal pendant qu'on roule, donc on va mettre toute ce bardade dans la voiture et faire un essai. Alors, je vais commencer par vous montrer comment on fixe le support ventouse sur le GPS. Donc, on prend cette espèce de machin-là. Lui, on vient le clipser comme ceci sur le GPS. Il y a des petites encoches, il faut faire attention. Hop.
Voilà, on entend un très net clic pour nous dire que c'est bien fixé. Et puis ensuite, on vient fixer la ventouse, ici, derrière le machin, comme ceci, ou comme cela. Ça se fixe dans les deux sens. Et on vient clipser comme ça, voilà. Et là, après, on n'a plus qu'à aller coller la ventouse sur le pare-brise. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait, ma foi. Hein. Et comme vous pouvez le voir, la ventouse, elle est de belle taille. Hein. Elle est de taille plutôt généreuse. Donc ça devrait bien tenir, en dépit du fait que ça fait quand même un certain point. Hein. Mais ça, on va voir, hein, quand on va fixer dans la voiture, comment on s'en sort. Bien voilà, donc j'ai fixé le GPS dans la voiture, j'ai pas rencontré de problème particulier, la ventouse tient bien, tout a l'air de bien fonctionner. Le GPS s'allume quand on met le contact et s'éteint quand on le coupe, sous réserve qu'on soit dans l'application GPS, donc ça c'est fort bien vu. Ce qui fait que par exemple si je suis en train de regarder un film, quand je coupe, là en revanche, ça ne coupera pas, c'est seulement quand je suis dans l'application GPS, donc ça c'est intelligent de leur part. Il n'y a que le câble de recharge qui est vraiment court. Hein. J'ai pas pu lui faire le tour du montant de portière. Il pendouille le long de mon tableau de bord. Ça, c'est un petit peu dommage. Très dommage même. Parce que c'est clair que là, ça vous obligera à racheter un câble plus long. Parce que là, c'est juste beaucoup trop court. Bon, enfin, c'est pour le moment le seul gros défaut que je vois à l'installation. J'ai posé ma caméra sur le siège passager et je filme avec un angle un peu spécial, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir conduire en toute sécurité tout en filmant le GPS. Donc j'espère que malgré le contre-jour, vous allez réussir à voir l'écran et que ça vous permettra de voir un petit peu ce qui se passe à l'écran. Néanmoins, ce qui est vraiment intéressant, ça va être le guidage vocal. Hein, donc plutôt que de regarder l'écran, je vous suggère de tendre l'oreille. J'ai fait un petit trajet d'environ 2 km et puis je vais faire exprès sur la route de me gourer et de tourner trop tôt à gauche et on va voir s'il arrive à me remettre sur le droit chemin, soit en me faisant faire demi-tour, soit en m'indiquant un nouvel itinéraire. Voilà. Donc bah écoutez, on est parti. Ceinture, hein, on met toujours sa ceinture. Donc je vous le répète, hein, là je ne cadre pas hein, pendant que je roule, je ne me préoccupe pas de la caméra. Donc si le GPS sort légèrement du cadre, faut pas m'en vouloir. C'est un choix hein, délibéré. Moi je préfère rouler en toute sécurité que de cadrer proprement la vidéo naturellement. Hein. Donc on est parti, on y va. À 400 mètres, tournez à gauche, vers la rue de Netreville. Ok, donc là je vais faire exprès de tourner trop tôt à gauche pour le mettre un petit peu en difficulté et voir ce qu'il me propose pour retomber sur les rails. Donc je vais tourner à gauche ici et non pas dans 400 mètres. Calcul d'un nouvel itinéraire. Ok, donc ça c'était plutôt rapide, c'est bien. À 160 mètres, au bout de la route, tournez à gauche, vers la rue de Netreville. Très bien, donc là il m'a remis sur les rails. Alors je m'excuse encore une fois hein, si vous voyez pas grand chose sur l'écran ou si c'est mal cadré. Évidemment c'est surtout le guidage vocal qui est intéressant, l'écran vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Et pour le moment il est plutôt pas mal, si ce n'est que le son est peut-être un peu crachoteur, le haut-parleur est pas génial. Je ferai quand même un rapide essai tout à l'heure du transmetteur FM pour voir si ça marche. À 300 mètres, tournez à gauche, vers la rue de la Paix, puis tournez à gauche. Ok, donc là normalement il va me demander encore une fois de tourner à droite et je serai arrivé, donc on va pouvoir voir un petit peu les dernières étapes du guidage vocal. Vous avez certainement dû remarquer aussi qu'il... 300 mètres, tournez à droite, vers la rue de l'Ancien Moulin d'Argence. Voilà, qu'il lit les noms de rues, hein, Ancien Moulin d'Argence, puis il les lit bien intelligiblement. La voix artificielle de synthèse est de qualité, ça c'est plutôt pas mal. C'est pas toujours le cas, hein, même sur certains GPS de marque. Voilà, donc c'est ici que je tourne et normalement après, je suis arrivé. L'Ancien Moulin d'Argence. Vous avez atteint votre destination sur la droite. Impeccable, c'est exact. Voilà,
voilà, donc rapidement, hein, avant d'en arriver à la conclusion de cette vidéo, je vais tester le système FM. Ça, je vais le faire à l'arrêt, hein, j'ai pas besoin d'être en train de conduire pour vous montrer ça. Donc ici, vous voyez, j'ai choisi comme fréquence 96 MHz. Et effectivement, hein, sur mon autoradio, quand je fais une recherche de station, il s'arrête sur la bande 96 MHz, il me la propose aussi. Donc je vais voir si ça me permet effectivement d'avoir du son. Récapitulatif itin vers la rue de l'Ancien Moulin d'Argence. Effectivement, le son sort bel et bien sur le haut-parleur de la voiture et il sort beaucoup plus propre qu'avec le haut-parleur un peu crachoteur du GPS, donc ça c'est une excellente nouvelle. Bon, évidemment, quand vous faites ça, du coup, vous pouvez plus écouter la radio sur votre autoradio. Ça c'est un peu le problème, ni de la musique sur un CD ou sur une clé USB. Vous êtes obligé d'utiliser le son du GPS. Mais bon, si vous avez du mal à entendre le son du GPS, qui est suffisant, sinon hein, le cas échéant, il est pas très propre certes, mais il est suffisant. Bon bah si vous avez envie d'avoir un meilleur son, vous avez cette option là qui ma foi fonctionne très bien. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce petit GPS premier prix de chez Easy SMX. Franchement, pour 50 €, je crois qu'il n'y a pas grand chose à reprocher à un tel appareil. Hein. Il a un grand écran, certes c'est une dalle TN, mais elle est franchement très lisible. J'ai eu absolument aucun problème dans la voiture, même quand il y avait beaucoup de soleil. Donc ça c'est vraiment un point positif. C'est sûr que les finitions plastoc sont un peu cheap, mais l'appareil donne pas une impression de fragilité ou de médiocrité. Et c'est même plutôt le contraire, je l'ai trouvé plutôt qualitatif pour un truc à 50 €. Hein. Même le guidage, la qualité du signal GPS, etc. Il n'y a absolument rien à reprocher à l'appareil à ce niveau-là. C'est presque un sans faute. Hein. Les petits défauts, on va les trouver vraiment dans les points de détail, comme par exemple la longueur du câble du système, hein, je vous montre, j'ai mesuré 1,20 m. Ça peut sembler suffisamment long, 1,20 m pour un câble de recharge comme ça pour l'allume-cigare, mais voilà, dans une voiture, parfois on a envie de faire au câble des détours pour passer dans les montants des portières, pour cacher les câbles dans les joints, etc. Pour pas qu'on ait un câble qui pendouille sur son tableau de bord. Là, vous risquez de pas pouvoir le faire. Après, rien ne vous empêche de vous prendre un chargeur avec un câble plus long, hein, c'est du standard, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, moi je suis obligé de juger en fonction de ce qu'on nous donne dans la boîte. Et là, c'est vrai que le câble est un peu court. Il y aurait eu un câble de 2,50 m, donc 2 fois plus long, ça aurait été nettement mieux et on aurait pu vraiment dire que l'appareil faisait un sans faute. Bon, ça, plus quelques petites laideurs dans l'interface, des logiciels comme le lecteur vidéo qui sont pas capables de lire grand chose finalement parce que c'est un appareil qui a une couche logicielle un peu ancienne. Bon, est-ce qu'on peut enlever des points à un GPS parce qu'il lit pas les vidéos? Non, parce que c'est pas le but premier de l'objet, donc je vais pas en tenir compte. Il y a cette longueur de câble quand même qui est un petit peu pénible. C'est vraiment pénalisant. On peut pas planquer le câble, moi je trouve que c'est un défaut. Donc pour ça j'enlève une demi-étoile, pour ça, puis peut-être aussi pour les finitions plastiques, notamment à l'arrière de l'appareil qui sont pas super jolies, mais sinon franchement c'est un sans faute. Donc 4 étoiles et demie sur 5, on est passé vraiment tout près du 5 étoiles, messieurs de chez Easy SMX. Dans la boîte, mettez un câble plus long sur le chargeur, et vous avez vos 5 étoiles. Et bien voilà, c'était le test de ce GPS Easy SMX à 50 balles, un GPS qui, compte tenu de son prix, fait plutôt bien le taf, je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!